si t'en as marre que ta plus grande réussite soit un top 1 sur Fortnite et que tu souhaites devenir l'un des meilleurs élèves de ta classe sans passer plus d'1h30 à travailler par jour, eh bien t'es au bon endroit. Car voici les 4 clés qui vont te permettre de gagner en intelligence et d'atomiser toute la concurrence, que tu sois au lycée ou en études sup. Personnellement, c'est grâce à ça que j'ai pu passer d'étudiant random à premier de la classe et que j'ai pu finir la terminale avec ce bulletin. Quand j'étais au lycée, un week-end, je me baladais tranquillement sur YouTube quand soudain apparaît dans mes recommandations l'épisode 1 de Death Note. Je clique dessus par curiosité, mais à l'époque je n'étais pas spécialement fan d'anime. Mais pourtant je me retrouve à regarder l'intégralité de la série en même pas 3 jours, puis à un moment je me dis « Mais attends, t'es en train de regarder un animé qui donne envie de devenir super intelligent, alors pourquoi tu n'essaierais pas de gagner quelques points de QI ?» Putain, je suis de 143. Et à vrai dire, la période tombait à pic puisque j'étais cet élève qui faisait le minimum de travail et qui se laissait emporter par le courant. Mais le problème, c'est que le courant, il m'amenait directement vers les chutes du Niagara. Et donc j'ai eu un déclic. Je me suis dit que ça serait pas mal si je prenais mes études au sérieux et que j'essayais d'avoir les meilleurs résultats possibles, car sinon je risquais de regretter un manque de travail le jour où j'allais me prendre un chaos technique par Parcoursup. Oh non, c'est pas possible. C'est pas lui. Du coup, à ce moment-là, je suis super motivé et je décide directement de vouloir améliorer mes capacités d'analyse puisque c'était le truc qui m'avait impressionné le plus dans les protagonistes du Death Note. Et d'ailleurs, c'est cette première clé qui va te permettre d'avoir d'excellents résultats. En gros, la capacité d'analyse, c'est ce qui va te permettre de reconnaître des schémas ou des structures récurrentes dans les situations que tu vas rencontrer. Par exemple, imaginons que tu sois fan de films d'horreur, et bien, à force d'en regarder, ton cerveau va inconsciemment se faire le schéma suivant. Une bande de potes se retrouve dans une forêt sombre et un gars se perd, et bien tu sais très bien que le résultat, ça va être que ce mec, il va se retrouver avec une hache plantée dans la tête. Et donc, si tu vas voir un film d'horreur que tu n'as jamais vu et que tu vois ce schéma qui commence à se redessiner, et bien tu vas vite avoir l'intuition que cette meuf qui vient de perdre ses amis va rapidement se faire buter. Et là, en ayant eu cette intuition, tu viens sans même t'en rendre compte d'utiliser ta capacité d'analyse. Maintenant tu vas me dire, c'est cool ton histoire, mais cette capacité d'analyse, tout le monde l'a, alors ça sert à quoi de l'améliorer? En fait, plus ta capacité d'analyse est développée, plus ton cerveau va être capable de créer des schémas complexes. Or le plus un schéma est complexe, le plus il va te donner une intuition précise et fiable. Pour t'illustrer ça, imaginons que je te demande de faire apprendre à ce bébé quelle est la différence entre un chat et un chien, sachant qu'il n'en a jamais vu. Ce que tu risques de faire, c'est que tu vas prendre des chats et des chiens et tu vas lui dire ça c'est un chien, ça c'est un chat, ça c'est encore un chat et ça c'est un chien. Maintenant, si ce bébé c'est celui de Nabila et qu'il a une capacité d'analyse très faible, eh bien il va se faire dans sa tête un schéma très simple de ce qu'est un chien et de ce qu'est un chat. Par exemple, un truc du genre, si c'est gros c'est un chien, si c'est petit c'est un chat. Le problème avec ce genre de schéma simpliste, c'est que si je montre à ce bébé un peu teubé un chihuahua qui est grosso modo un chien qui fait la taille d'un tacos, eh bien il va penser que c'est un chat alors que c'est un chien. Maintenant, si on reproduit l'expérience avec un bébé qui possède une capacité d'analyse beaucoup plus développée, eh bien il va pouvoir remarquer une poignée d'éléments différenciateurs entre un chat et un chien, tels que la forme du crâne ou encore la posture des oreilles. Et tous ces éléments différenciateurs vont lui permettre de créer un schéma beaucoup plus complexe de ce qu'est un chien et un chat, et il va jamais pouvoir confondre les deux. Et en fait, quand on y réfléchit, toi t'es un peu comme ce bébé, sauf qu'à la place de te montrer des chiens et des chats, là c'est un prof qui va te dire ok, ça c'est une dissertation qui vaut 18, ça c'est une dissertation qui vaut 8, celle-ci elle vaut 17, celle-ci elle vaut 5, et toi ton but ça va être de développer ta capacité d'analyse, comme ça tu seras en mesure de distinguer quels sont les éléments qui font une mauvaise dissertation et quels sont les éléments qui font une bonne dissertation. Et donc quand tu auras établi le schéma d'une bonne dissertation, tu vas pouvoir la reproduire à volonté comme si tu suivais une recette de cuisine. Maintenant, pour développer cette capacité, tu as le choix entre deux méthodes. D'abord, tu as la méthode scolaire qui consiste à faire le plus d'exercices possible. En effet, le plus tu t'exerceras en maths, le plus tu vas comprendre quels sont les schémas récurrents qui sont dissimulés dans les exercices de maths. Ou pour revenir à l'exemple précédent, le plus tu feras de dissertation, le plus tu arriveras à différencier une bonne d'une mauvaise dissertation. Le truc, c'est que faire des exercices à longueur de journée, c'est contraignant, et donc j'ai trouvé d'autres moyens plus stimulants et ludiques de développer ta capacité d'analyse. Le premier, ça va être d'apprendre les échecs, et voici pourquoi. Pour progresser aux échecs, tu dois être capable d'anticiper les coups de ton adversaire 2-3 tours à l'avance pour pouvoir influencer la direction de la partie. Magnus Carlsen le dit lui-même, il arrive à visualiser les parties probables 4 à 5 coups
coup à l'avance. Mais bon, on n'en est pas là, et si tu débutes, tu vas déjà galérer à comprendre ce que veut faire ton adversaire. Mais par contre, le plus tu vas jouer, le plus tu vas être capable d'anticiper les stratagèmes de ton opposant, et ça c'est justement car ton cerveau arrive de plus en plus à reconnaître des schémas de jeu précis en développant sa capacité d'analyse. Et donc jouer aux échecs, ça va impacter positivement ta façon d'analyser et d'aborder un problème dans la vraie vie. À l'école, ça va te permettre de voir un exercice de 5 questions comme une suite de 5 coups où chacun est calculé pour servir le coup suivant. Là où les autres élèves ne verront aucun lien entre les questions, alors que dans un exercice, les questions sont toujours intimement liées. Sinon, une autre compétence qui va fortement développer tes capacités d'analyse, ça va être d'apprendre la programmation. En fait, écrire un programme qui est capable de résoudre un problème général, ça va te demander une grande analyse de ce problème. Et donc, tu vas progressivement faire évoluer ta capacité d'analyse en même temps que tu fais des problèmes de plus en plus complexes. Si ça t'intéresse, je te conseille d'apprendre les bases de Python avec un tuto YouTube, puis de t'inscrire sur CodeWar qui est un site qui propose des défis informatiques assez sympas. Bref, maintenant que tu sais comment développer une excellente capacité d'analyse, le truc c'est que même si tu l'as fait évoluer au niveau maximum, eh bien ça ne servira à rien si tu n'as pas de mémoire pour l'accompagner. Et c'est donc logiquement notre deuxième clé. À l'école, pendant les examens, tu n'as pas le droit à tes cours et donc la seule solution, ça va être de tout apprendre. Et pour ça, voici 2 techniques à mettre en place pour te souvenir parfaitement de tous tes cours pendant plusieurs années. D'abord, la chose la plus évidente mais que peu de gens font, ça va être d'écouter activement en cours. À ton avis, pourquoi tu te souviens en détail du débat que tu as eu avec tes potes pour savoir qui était la plus belle fille de la classe alors que tu te souviens de rien du cours de chimie que tu as eu il y a 2 heures? Eh bien, c'est parce que dans le premier cas, tu te trouves dans une situation active car tu participes à la conversation. Alors que dans le deuxième cas, tu es en mode passif, c'est-à-dire que tu écoutes le cours mais tu ne cherches pas à comprendre et la seule chose que tu fais c'est de recopier les mots que tu entends sur ton cahier. Ainsi, la première étape pour rendre service à ta mémoire, ça va être d'écouter activement en cours. Le mieux c'est de s'intéresser et de poser des questions. Mais si ça c'est quelque chose qui te fait peur, commence déjà par essayer de comprendre ce que dit le prof et note les questions que tu te poses dans la marge. Tu pourras y réfléchir le soir même à tête reposée. Maintenant, passons à la seconde technique qui je pense va être la chose qui va le plus impacter ton niveau scolaire. Ça, c'est la courbe d'Hermann-Ebbinghaus, et elle montre ce que ton cerveau fait avec l'information qu'il a reçue dans la journée. Et comme tu peux le constater, le problème c'est qu'à peine un jour après avoir écouté un nouveau cours, eh bien ton cerveau en a déjà oublié les 2 tiers. Mais heureusement pour toi, il existe un moyen redoutable de modifier cette courbe, et ça va être d'effectuer des rappels avec un certain temps entre chaque. Faire un rappel, ça ne consiste pas à tout réapprendre d'un cours, puisque faire ça serait une perte de temps considérable. Voici ce que tu vas faire à la place. Imaginons que tu dois faire un rappel sur le chapitre de physique qui parle des 3 lois de Newton. Et bien ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ton cours plus une feuille opaque, ça peut être n'importe quoi, et tu vas cacher tout ton cours avec la feuille, et puis tu vas descendre petit à petit jusqu'à révéler les différents titres de ton chapitre. Et à chaque titre, tu vas te demander, ok, alors là, principe d'inertie, et tu vas essayer de te rappeler en quoi consiste le principe d'inertie, quels sont les différents points à respecter pour qu'ils puissent être appliqués, etc. Et une fois que tu as dit tout ce que tu avais dans la tête, tu vas descendre ta feuille progressivement pour révéler le cours, et tu vas vérifier que tout ce que tu as dit y est, et si tu as oublié des trucs, et ben c'est ça que tu vas réviser. Et ce rappel, en fait, ça va être de réviser les choses que tu n'as pas retenues. Et là, tu vas te demander, oui, mais du coup, je dois faire combien de rappels et quand? Eh bien, d'après la science, 5 rappels répartis de cette façon va te faire apprendre un truc sur plusieurs années facilement. Mais le problème, c'est que si tu dois faire ça pour tous tes cours, eh bien, à part si tu as accès à la salle du temps, ça va être impossible pour toi. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas réviser le jour même, le lendemain et le surlendemain. Tu vas se contenter de 3 rappels. Tu vas voir, le premier rappel, c'est assez compliqué puisque tu connais rien du cours, mais les 2 rappels qui suivent, eh ben, ça va être très simple puisqu'au contraire, tu vas connaître une grande partie et donc tu n'auras plus grand chose à réapprendre. Par exemple, si tu as cours de SVT le lundi, le mercredi et le jeudi. Le lundi, tu vas réviser le cours de SVT de la journée même. Le mardi, tu vas réviser ce cours. Le mercredi, tu vas continuer à le réviser, mais ce sera la dernière fois et tu vas rajouter le cours du mercredi. Le jeudi, tu vas devoir faire un rappel sur le cours du mercredi plus celui du jeudi. Le vendredi, pareil. Et le samedi, il te restera plus que le cours de jeudi. Et dimanche, tu n'as aucun des 3 à faire puisque les 3 cours seront rentrés dans ta mémoire à long terme. Dans l'idéal, il faudrait que tu puisses faire ça pour chaque matière, mais si t'en as trop ou si c'est trop compliqué pour toi, eh bien ce que tu peux faire, c'est te concentrer uniquement sur les matières qui vont t'influencer le plus. Aussi pour les matières où tu n'as pas vraiment de cours, comme l'anglais par exemple, où tu dois apprendre des feuilles de vocabulaire, eh bien utilise des applications comme Anki ou Quizlet. T'as juste à passer 10 minutes par jour quand t'es sur le trône à la place d'être sur TikTok ou Subway Surfer. Avant de passer à la 3e clé, si tu appliques déjà tout ce que je t'ai montré jusqu'à présent, tu feras facilement partie des 15%
100% d'élèves les plus intelligents de ta classe. Après, si ça ne te suffit pas, la prochaine clé qu'on va aborder va encore plus te rapprocher du top 1. Et cette clé, ça va être d'améliorer la qualité de ton expression, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Et oui, c'est très important puisque dans toutes les matières, comme c'est un prof qui va te noter, eh bien tu vas d'abord être jugé par ta qualité d'expression. Et toi, ton rôle, ça va être de rendre tes devoirs le plus intelligible possible. Parce que oui, s'il manque des mots ou si ton prof il doit te relire 2 fois pour comprendre, eh bien ça va vraiment impacter négativement ta note. Je sais, ça peut paraître injuste, mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux bosser pour améliorer ton expression et pour ça, je vais te présenter 2 méthodes qui vont le plus impacter tes résultats. D'abord, si ta plus grande lecture, c'est Harry Potter à l'école des sorciers, eh bien, il va falloir monter de niveau. J'avais pris ça à la bibliothèque pour me distraire le soir. La lecture, ça va t'apporter du vocabulaire, des structures de phrases, de la culture générale et ça a plein d'autres avantages. En plus, même si t'as vraiment la flemme de lire, maintenant c'est plus une excuse parce que tu peux écouter des livres audio. Et si ça t'intéresse, je te recommande de lire ou écouter ce livre qui m'a beaucoup aidé dans mes études et en plus il aborde d'autres points qui sont pas dans cette vidéo donc ça pourrait vraiment t'intéresser. Il est dispo sur Audible donc tu peux l'avoir gratuitement avec l'offre d'essai et d'ailleurs si ça t'intéresse, je vais essayer de faire une vidéo en non répertorié qui t'explique un petit hack que j'ai trouvé pour avoir 2 livres gratuits au lieu d'1 sur Amazon Audible. Bref, sinon l'autre point que je voulais aborder, c'était d'apprendre le storytelling. En effet, le storytelling c'est accessible à tout le monde et c'est vraiment facile à mettre en place. Tu peux apprendre les bases avec un tuto YouTube et ça fait vraiment la différence. Maintenant, avec les 3 premières clés que je t'ai présentées, on est vraiment à ça d'être premier de la classe. Il manque juste une 4e clé qui va te permettre d'atomiser tout le monde. Et pour ça, il y a 2 chemins. Le premier, ça va être d'augmenter ta quantité de travail en dehors des cours, mais le problème avec ça, c'est que ça va te demander beaucoup plus d'énergie et donc tu risques de ne pas tenir sur le long terme. Le deuxième chemin présente beaucoup plus d'avantages, il va te permettre notamment de doubler ta productivité actuelle par 2 et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire cette 4e clé. Entre nous, est-ce que ton bureau ressemble à ça ou que tu as la flemme le soir de bosser après une journée de cours? Eh bien, avec cette 4e clé, on va changer ça et repartir de zéro. Je vais te montrer comment mettre en place une routine qui va te rendre inarrêtable dans ton travail même quand tu as la flemme. D'abord, pour cette routine, fixe-toi un horaire où tu vas travailler tous les jours. C'est important que ce soit le même créneau tous les soirs puisque ça va te permettre de créer une habitude sur le long terme. Par exemple, si tu aimes bien travailler le soir, tu peux réserver un créneau après manger de 21h à 22h ou 22h30 en fonction de ta quantité de travail. Une fois que tu as un horaire déterminé, eh bien à chaque fois, avant de te lancer dans une nouvelle session de travail, tu vas faire une liste d'actions assez simple à mettre en place mais qui vont conditionner ton cerveau à aller travailler. Voici la routine que j'utilise et que je te recommande. D'abord, tu jartes tout ce qu'il y a sur ton bureau. Sors tes cahiers et prépare une bouteille d'eau et tu peux même prendre un paquet de chips en plus. Ensuite, tu vas mettre des boules caisses, un casque de chantier ou un casque à réduction de bruit pour vraiment être isolé et être dans ta bulle. Si tu répètes cette habitude pendant 2 semaines, eh bien ça va devenir quelque chose de naturel pour toi et dès que tu vas commencer à faire cette suite d'actions, eh bien ton cerveau va se préparer à aller travailler et tu vas voir que tu vas devenir super productif même si tu avais la flemme avant. Et donc tes séances de travail seront beaucoup plus efficaces. Tu vas pouvoir réviser 2 fois plus que tous les autres élèves mais sans réduire tes passe-temps. Ah oui, j'ai oublié de le dire mais c'est très important, pendant ta session de travail, tu vas éteindre tous tes appareils et tu vas les mettre dans une autre pièce. Personnellement, depuis que j'ai fait ça, j'arrive beaucoup mieux à me concentrer et si comme moi tu voudrais réduire ton temps d'écran passé sur les réseaux ou sur d'autres sources de gratification instantanée, eh bien je te recommande de regarder ma 2e vidéo où je te montre un protocole qui a vraiment fonctionné pour moi. Merci d'avoir regardé, c'était Malo, à la prochaine.